En 2013, la Syrie est en pleine guerre civile. Ça fait 2 ans que le conflit a commencé. Au milieu de ce chaos, presque toutes les entreprises étrangères ont déserté le pays. Mais un seul groupe français est resté, le cimentier Lafarge. Rien n'arrête sa production. Ni les bombardements, ni les checkpoints, ni même les kidnappings de ses employés. Pour maintenir cette usine, elle a décidé de payer divers groupes armés, dont des groupes terroristes. Entre 2013 et 2014, le cimentier français leur aurait versé 5 millions d'euros. Et parmi ces groupes terroristes, il y a l'État islamique. Penser qu'une entreprise française ait pu verser de l'argent à l'État islamique, où on est, quoi. Des emails internes révèlent l'ampleur des arrangements des anciens dirigeants de Lafarge avec le groupe djihadiste. Aujourd'hui, ils sont accusés d'avoir financé le terrorisme et ils tentent de se défendre. Lafarge a été encouragé par l'ambassadeur de France, par les services secrets à rester. Lafarge est la première entreprise au monde mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Je vais vous raconter comment Lafarge est allé aussi loin en Syrie. Pour ça, il faut remonter un peu en arrière et replonger dans l'histoire récente du pays. Bienvenue dans ce nouveau business drama. L'histoire commence en 2007. Lafarge est une entreprise française très ancienne. Elle a plus de 100 ans et elle est surtout très puissante. C'est le numéro 1 mondial du ciment. Pour s'implanter dans les pays émergents, elle rachète le cimentier égyptien Orascom. Et avec lui, une usine perdue dans le désert syrien. C'est à Jalabia, à 90 km de Raqqa. 680 millions d'euros sont investis dans ce site capable de produire jusqu'à 8000 tonnes de ciment par jour et générer 500 000 $ quotidiens. Cette usine sera au cœur de ce scandale mondial. L'usine ouvre en 2010 dans une Syrie stable et ouverte aux investissements étrangers. Les printemps arabes n'ont pas encore commencé. Mais en février 2011, tout bascule. Le pays se révolte contre son dirigeant Bachar al-Assad. La guerre civile commence. Les combats s'étendent et les multinationales fuient. Total, Air Liquide et même le fromage Ebel. Fin 2011, plus aucune entreprise française n'opère en Syrie, sauf Lafarge qui refuse d'abandonner son investissement colossal. Elle ne peut pas s'endetter davantage, surtout que 2 agences de notation célèbres viennent de dégrader sa note. À partir de 2012, la guerre se rapproche de l'usine. Les checkpoints et les incidents se multiplient sur les routes empruntées par les salariés syriens et expatriés. Lafarge décide, malgré cela, de maintenir son opération, alors même qu'il y a des actes terroristes aux abords de son usine. Canel Lavitte travaille pour l'ECCHR, une ONG de défense des droits humains. Elle a travaillé sur la plainte déposée en 2016 contre Lafarge avec l'ONG Sherpa et 11 anciens salariés syriens. C'est cette plainte qui a permis d'ouvrir une enquête judiciaire. Et pour maintenir son usine, il faut qu'elle paye des groupes armés et des groupes terroristes afin de permettre la circulation de ses camions, de son ciment, mais aussi de ses employés. La première facture est payée par Lafarge à l'été 2012 via un intermédiaire, Firastlas, actionnaire syrien de la filiale. Ce paiement est censé être exceptionnel. C'est ce qu'on apprend dans des mails entre Bruno Pecheux, directeur de la filiale syrienne, et Christian Hérault, directeur général des opérations. Christian, j'ai accepté de régler cette facture exceptionnelle de FT suite à des donations destinées à assurer la sécurité de l'usine, de ses employés, fournisseurs et clients. Il sera toujours temps d'en reparler. Cela représente moins de 50 000 €. Ok, il ne faudra pas que cela devienne une habitude et cela doit être considéré, comme tu le dis, comme tout à fait exceptionnel. Malheureusement, ça va devenir une habitude au fur et à mesure que la guerre se poursuit et s'intensifie. Lafarge prend la décision d'évacuer ses salariés expatriés au vu des risques qui sont tout autour de l'usine. Et elle prend la décision en même temps de demander à ses employés locaux de continuer de venir travailler. Et plus que de leur demander, elle va en réalité faire pression sur ses salariés locaux pour venir travailler, alors même qu'il y a de nombreux checkpoints sur la route qui mène à l'usine, qu'il y a des kidnappings et qu'il y a des disparitions forcées. 9 employés sont kidnappés par un groupe armé. Le cimentier paye 220 000 € de rançon pour les libérer. Le 23 septembre 2012, 4 responsables qui travaillent pour Lafarge rencontrent plusieurs factions armées. Parmi elles, il y a le front Al-Nosra, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, une autre organisation terroriste notoire. On peut dire que c'est là que l'engrenage démarre vraiment. Des paiements de sécurité sont versés régulièrement à tous ces groupes. Pour la défense, les cadres de Lafarge ne savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Lafarge se faisait racketter par 20 factions. Savoir qui était qui, savoir si l'un était terroriste ou pas, c'était absolument impossible. Solange Doumik est l'avocate de Christian Hérault sur le banc des accusés dans cette affaire.
Ils n'ont pas pu se rendre compte de la dangerosité, de la radicalité de ceux qui les racketaient dès lors que ceux-là, les mêmes, étaient soutenus par leur pays, par l'Occident en général, et qu'on disait que le danger, c'était Bachar el-Assad, et ce n'était pas eux. En novembre 2013, un nouveau bénéficiaire apparaît. L'État islamique, alors appelé État islamique en Irak et au Levant. Lafarge passe un accord avec le groupe terroriste. D'abord 150 $ par camion de ciment, puis un pourcentage sur les ventes. En échange de l'argent versé, Lafarge obtient des laissez-passer. انه فهم حق دكي فهم اوها بانه شركه الام نافيخا شركه لافارشا وهي عربات دربصبه ده حواز داعش دربصبه بيكوريكتن وانه كبرداي موريكو دوله اسلاميه السربه داعش السربه دربصبه يكون السربه ده هاتقرتن. Mais l'argent versé aux multiples groupes armés ne suffit pas à protéger les salariés qui font face tous les jours à plein de belligérants différents. ياسين ابن اخوي يشتغل بالشركه اسمها لافارج. راح من هنا على دوامه تلقته داعش أقضبته سجنته تقريبا 3 ل4 أشهر. بعد ال4 أشهر رحنا على راجعناهم قلنا لهم خيو بي أن مسجون. من هالمسجون قلنا لهم ياسين. طالعوا السجلات ياسين قالوا والله عدمنا. L'EI gagne du terrain. Raqqa tombe en 2013, Manbij en 2014. Et c'est dans cette ville que la plupart des employés de Lafarge habitent. Et les atrocités s'accumulent. Il y a des crucifixions, il y a des décapitations, il y a des exécutions publiques. À proximité de l'usine, il y a des dizaines d'attentats à la voiture piégée. Il y a aussi l'assassinat du journaliste James Foley qui est décapité sur une vidéo et ça fait le tour du monde dans les médias. Il y a le génocide des Yazidis en août 2014. Quand bien même on puisse douter et je ne suis pas très convaincue par cet argument du fait que le grand public ne savait pas à l'époque ce que faisait l'État islamique en Syrie à ce moment-là. Quand on parle d'une multinationale comme ça, on ne peut raisonnablement pas penser autrement qu'elle savait qu'il y avait des actes terroristes qui étaient en train d'être commis aux abords de son usine. Au lieu de cesser les activités, Lafarge imagine trouver un bouc émissaire. Daesh ou ISIS ou EIIL est le mouvement qui veut réinstaurer le califat en Syrie, Irak. Tu n'as pas besoin de beaucoup de recherches pour voir qu'au niveau international, ils sont des terroristes purs et durs. Ils tiennent les routes d'accès à l'usine et une vision jésuite démontre que ce sont essentiellement les camionneurs et pas nous qui paient le droit de passage pour chaque tonne de ciment qui circule. Lafarge continue sa production. Elle doit donc se fournir en matières premières et finance au passage une seconde fois l'État islamique. Car le gypse et la pouzzolane qui servent à fabriquer le ciment sont extraits près de Raqqa et donc taxés par le groupe. Lafarge en arrive jusque-là parce qu'elle connaît bien le système justement d'impunité qui est installé jusqu'à aujourd'hui malheureusement pour les multinationales à l'étranger. Marie-Laure Ghislain était responsable des actions en justice contre les multinationales à l'ONG Sherpa jusqu'en 2020. Elle a aussi travaillé sur la plainte contre Lafarge. Elle sait que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître, de rendre responsable une entreprise en France qui commet à l'étranger, à travers sa chaîne de production, ses filiales et sous-traitants, de très graves violations de droits humains à l'étranger. Lafarge est aussi soupçonné d'avoir vendu du ciment au groupe terroriste. En 2014, le cimentier prépare sa méga-fusion avec un autre géant du ciment, le suisse Holcim. Pour ne pas apparaître en difficulté financière, elle maintient son activité en Syrie, qui est alors sa filiale la plus endettée. Actuellement, notre chiffre d'affaires mensuel se situe entre 8 et 10 millions de dollars avec un bénéfice de 2 millions et nous ne payons que moins du quart pour notre protection. Mais à l'usine, ça devient l'enfer pour les salariés. Les employés à l'usine ont presque terminé 10 jours de service et sont très perturbés et inquiets, se sentant comme prisonniers à l'intérieur de l'usine. Ils sont préoccupés par la situation de leur famille et nous ne pouvons pas les remplacer, car le PYD contrôle l'entrée de l'usine et empêche toute entrée ou sortie. À la fin de l'été 2014, l'EI se rapproche dangereusement de Jalabia. Est-ce que Lafarge décide de fermer l'usine ? Non. Au lieu de ça, Frédéric Jolibois décide de transformer l'endroit en bunker. Voilà ce qu'il écrit aux salariés. Préparer des matelas, de la nourriture, de l'eau et du sucre dans les tunnels techniques de l'usine. En cas d'affrontement à l'approche de l'usine, déplacez les équipes vers les tunnels et attendez. Le 18 septembre, Daesh arrive aux portes de l'usine. La trentaine de salariés encore sur place fuient par ses propres moyens. C'est ce que raconte l'un d'entre eux quelques jours après leur fuite.
Qui est responsable d'avoir donné l'ordre aux agents de sécurité de verrouiller les portes de l'usine et d'empêcher ses 30 employés de s'échapper le jour de l'attaque de Daesh? Qui est responsable d'avoir annulé le seul bus d'évacuation de l'usine environ 2 semaines à l'avance pour des raisons de sécurité sans prévoir d'alternative? 3 employés, dont 2 chrétiens, sont enlevés par les djihadistes. Ils ne seront libérés qu'en contrepartie de leur conversion à l'islam. Le financement de l'État islamique par Lafarge est révélé 2 ans plus tard par Le Monde. Les ONG Sherpa, le CCHR et 11 ex-salariés syriens portent plainte quelques mois plus tard et une enquête s'ouvre. C'est là que l'on découvre une nouvelle pièce du puzzle, le rôle de l'État français. Une grande inconnue dans ce dossier, c'est le rôle des services secrets français. Valérie de Senneville est grand reporter et suit le procès de Lafarge pour Les Échos qui s'est ouvert le 4 novembre 2025. C'est la zone grise. Est-ce que les services secrets ont utilisé Lafarge parce qu'ils restaient ou est-ce qu'ils sont restés parce que les services secrets avaient besoin d'eux? Ce que l'on sait, c'est que Lafarge, seul acteur français encore sur place, transmet de nombreuses informations aux services de renseignement de la coalition contre l'EI, à laquelle appartient la France. Car l'ambassade de France à Damas a fermé en 2012. Le chef de la sécurité de l'usine, qui s'appelle Jean-Claude Veillard, envoie des mails à un monsieur ou une dame, je ne sais pas, qui s'appelle Gros Marmotte voilà. Évidemment, c'est un argument béton pour Lafarge. Lafarge a été encouragé par l'ambassadeur de France, a été encouragé par les services secrets à rester. Les autorités disaient tout le temps, ne vous inquiétez pas, le régime de Bachar el-Assad va tomber, il n'y en a que pour quelques semaines, tenez bon. Et c'est ça qu'ils ont entendu. En parallèle, les Occidentaux finançaient massivement toute l'opposition à Bachar el-Assad et finançaient toutes les factions sans considération de leur radicalité, sans considération de qui était qui. Mais les juges d'instruction ont évacué l'implication de l'État français. Ce qui est très important de rappeler de manière générale et que le public comprenne, c'est que la responsabilité de l'État n'empêche absolument pas la responsabilité de l'acteur privé. Le 4 novembre 2025, le procès pour financement du terrorisme s'est ouvert, avec plus de 240 parties civiles, principalement des ex-salariés syriens du groupe, qui n'est d'ailleurs plus implanté en Syrie. Aujourd'hui, les montants qui ont été retenus par les magistrats instructeurs pour renvoyer Lafarge devant le tribunal, c'est 5 millions d'euros, 2,9 millions de paiements de sécurité et 1,9 million d'achats de ressources naturelles. 8 ex-responsables chez Lafarge sont accusés. Personne ne conteste les faits, mais tout le monde se dédouane. Chacun renvoie la balle à l'autre. Ceux qui n'étaient au courant de rien disent « mais il ne m'a rien dit ». Lui dit « mais bien sûr que si, il a reçu des mails, il y a les rapports du comité de sécurité ». En fait, c'est quand même assez difficile de croire que personne n'ait rien su. Et Lafarge est aussi poursuivi en tant qu'entreprise. Aux États-Unis, Lafarge a plaidé coupable pour les mêmes faits et a versé 778 millions de dollars. This sentence is well deserved because in 2013 and 2014, Lafarge made a deal with the devil. Bon, les montants en France n'ont rien à voir, mais l'enjeu est ailleurs. C'est la première fois qu'une personne morale, la personne morale c'est l'entreprise Lafarge, est poursuivie pour financement du terrorisme. Et donc ça pose un vrai problème au-delà même de Lafarge. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en va de Russie? Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en va d'Israël? Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en va d'Ukraine? Je pense que toutes ces entreprises regardent ce procès avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Business Drama. Dites-nous en commentaire si ça vous a intéressé. On vous lit tous. Abonnez-vous et à bientôt.